Salut à toi, ô grand geek lumineux, c'est Emmanuel Pampuri qui te parle dans ton poste, qui est ici pour te parler de quoi? Pour te parler d'une nouvelle caméra. Oui, je fais une vidéo pour une nouvelle caméra. Et cette nouvelle caméra, vous êtes nombreux à me solliciter et à attendre mon point de vue. Voilà, j'en suis flatté, j'en suis très heureux. Mon point de vue sur cette chose-là. Voilà, cette chose-là, c'est quoi? Merci Sony. C'est donc le Fuji X-T3, sur lequel j'ai greffé un petit bidule, dont je vais parler bientôt. J'en ai parlé il y a 3 ans de ce bidule, pour ceux qui me suivent. Ça s'appelle SteadXP, c'est un système qui est très audacieux. Voilà, il y a eu une campagne Kickstarter que j'ai soutenue au début. Après, ça a été compliqué parce qu'ils ont, voilà, comme toute start-up, souvent, il y a des moments où c'est compliqué. La vie d'une start-up, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut trouver des sous. On fait un Kickstarter, ça marche, et puis après, il faut lancer le produit. Et parfois, les processus d'industrialisation et de commercialisation peuvent prendre beaucoup plus de temps que prévu. Donc, je vais vous reparler prochainement de SteadXP, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est donc de vous parler de ce boîtier, ce Fuji X-T3 que j'ai entre les mains depuis quelques semaines maintenant. Le X-T3, c'est quoi? C'est un boîtier qui est, je trouve, très intéressant. Et pourquoi je le trouve très intéressant? Parce que c'est certainement, après quelques semaines d'utilisation, quelques semaines de test, c'est certainement le boîtier qui correspond le mieux à mes envies, à mes besoins du moment. Moi qui ai personnellement le cul entre les deux chaises de l'image fixe et de l'image animée, depuis que je suis tout jeune, je rêve d'avoir un outil, une caméra qui fasse aussi bien de la photo et de la vidéo. J'ai jeté mon dévolu sur les GH de Panasonic il y a maintenant 10 ans. J'ai trouvé que Panasonic avait une démarche très audacieuse et je continue à adorer mes GH. Les vrais outils hybrides qui ne soient pas soit pure vidéo, soit pure photo, qui soient pas un peu plus performants dans un domaine ou dans l'autre, aujourd'hui, ils se font rares. Pour moi, l'appareil le plus sexy de cette fin d'année 2018, c'est donc ce X-T3. Ce X-T3 qui me plaît dans tous les domaines parce que c'est la synthèse de un petit peu tout ce que je recherche. Le premier truc qui est intéressant pour moi, c'est d'avoir un boîtier qui soit compact. C'est d'avoir un boîtier qui soit léger, d'avoir un boîtier qui soit ergonomique, qui me permette d'avoir très vite une sensation de fluidité et de certaine aisance avec les commandes sur le boîtier. Ce que j'apprécie particulièrement dans l'ergonomie et ce côté néo-rétro, cette espèce de point de jonction assez extraordinaire entre tradition et modernité, c'est le fait d'avoir une ergonomie à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on a ici, vous voyez, des barillet. On a un peu la philosophie de un bouton égale une fonction. Vous voyez ici, on a le correcteur d'exposition. Ici, vous avez le barillet pour les vitesses. Et de l'autre côté, vous avez la gestion des ISO avec des petites molettes qui permettent de changer de mode aussi, de passer du mode vidéo au mode photo, de sélectionner le mode panorama, de sélectionner le bracketing, de sélectionner éventuellement le retardateur et tout ça. La gestion du drive, comme on dit. La commande ici pour la gestion de la dioptrie est très bien foutue. Elle a notamment un système qui est hyper intéressant. On a un système de push-pull sur la commande de dioptrie, ce qui permet de bloquer, totalement la dioptrie. Ça évite par un geste intempestif de changer le réglage de dioptrie, ce qui peut être assez handicapant. Moi j'ai un petit peu la vue qui baisse, donc je suis bien content. Par exemple, c'est un truc sur le GH5, c'est une horreur. À chaque fois que je reprends mon boîtier, il faut que je corrige la dioptrie parce qu'elle a bougé dans le transport. Ils ont quand même les molettes. On a une molette ici à l'arrière, on a une molette aussi sur l'avant de l'appareil, ici, sur l'index, on a une deuxième molette. Quand on fait du 25 images par seconde, on veut se mettre au 50e de seconde, on n'a pas le 1/50e, on passe du 30e au 60e. Mais quand vous vous mettez sur le 60e, avec la molette arrière, qui est donc ici, vous allez pouvoir descendre quasiment du 30, 40 jusqu'au centième de seconde. Voilà, c'est des petits détails à savoir. Et quand on change ici sur cette molette-là, que vous mettez sur la lettre T, donc ici B c'est la pause longue, A c'est automatique. Ici, si vous mettez sur le curseur sur le T, ça veut dire que en fait, vous dédiez entièrement la gestion de la vitesse sur la molette arrière.
ou sur la molette avant si vous avez envie, bien entendu. Tout ça, c'est paramétrable dans les menus. Dans les petits bémols aussi, quelque chose qui est toujours aussi agaçant, c'est cet écran que voilà, j'aime, ça m'agace parce que depuis les GH, en fait, j'ai du mal, même s'ils ont fait un effort et qu'il est orientable aussi, droite-gauche, comme ça, je trouverais ça tellement plus génial d'avoir un écran qui se retourne pour pouvoir faire du face cam, pour pouvoir faire du vlog. C'est le seul petit truc qui vraiment me gêne sur ce boîtier, et c'est pour ça que dans mon utilisation de vidéos pour YouTube, je vais continuer à préférer mon GH5, qui reste aujourd'hui, malgré tout, l'outil le plus efficace pour ce genre d'utilisation. C'est bien dommage parce que voilà quoi, il n'y a toujours pas de compétiteurs dans ce segment-là. Alors c'est clair que c'est une niche, mais quand on voit le nombre de personnes maintenant qui font des vidéos YouTube et ainsi de suite, je me dis que je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas plus de constructeurs qui utilisent ce système d'écran articulé. Voilà, c'est tout bête, hein. Là on a un GH5 et ici ces systèmes d'écran là, c'est quand même un truc. C'est quand même dommage de ne pas avoir décidé, tout simplement. Voilà, moi je trouve ça, voilà, je trouve ça pratique, je trouve ça magique, je trouve ça intéressant, je trouve ça ludique, je trouve ça formidable, c'est extraordinaire, c'est bluffant. Et c'est aussi une qualité d'image irréprochable, un color science qui soit en béton armé. Et là-dessus, j'avoue que Fuji, ils me séduisent énormément. Ils ont quelque chose qui est assez exceptionnel, que j'avais déjà souligné quand j'ai fait ma review de XT2, donc je vais la remettre. C'est par là, c'est ici le bouton. Le bouton. Cliquez sur le petit bouton si vous n'avez pas vu ma review du XT2. C'est quelque chose qui est très particulier, c'est-à-dire que Fuji a ce savoir-faire au niveau de la gestion des couleurs qui lui vient de la fabrication des pellicules, du temps de l'argentique, pellicule que j'ai utilisée parce que moi j'ai fait de l'argentique. Oui, je suis un petit peu âgé maintenant, voilà, j'ai des poils blancs, je suis jeune dans ma tête mais je suis un petit peu poil blanc. Je fais partie des tontons maintenant sur YouTube et il paraît qu'il y a plein de petits jeunes qui font de la vidéothèque maintenant qui m'appellent tonton. Ouais, tonton Manu, comment ça va? Ouais, enfin bref. Fuji a quand même un savoir-faire énorme dans la gestion des couleurs, et ça c'est quelque chose que je trouve vraiment très intéressant. Ils ont implémenté depuis un bon bout de temps des espèces de luttes internes. On va pouvoir choisir le rendu colorimétrique dans le boîtier à l'enregistrement, et ça marche très très bien en JPEG quand on fait des photos. On a un JPEG direct qui est certainement le meilleur du marché, n'ayons pas peur des mots, en tous les cas c'est un point de vue qui n'engage que moi. Et ils ont appliqué ça en vidéo et ça je trouve ça génial. Pourquoi? Parce que, je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur le XT2, on passe beaucoup de temps à vouloir faire absolument des images en log pour pouvoir derrière les corriger en post-prod et faire de l'étalonnage. Sauf qu'il y a quand même des moments où c'est pas forcément indispensable, c'est peut-être même du temps qu'on perd à vouloir absolument étalonner ces images. Quand on fait du reportage, quand on fait même du documentaire ou des choses comme ça, il y a des moments où on a envie d'avoir une image qui soit qui, sortie du boîtier directement sur la carte, puisse être utilisable sans avoir à passer des heures et des heures à faire de l'étalonnage. Si vous avez bien entendu l'intention de faire de la fiction, l'intention de faire du clip ou des choses avec une recherche esthétique très particulière, bien entendu que c'est intéressant d'avoir la capacité d'avoir du log et d'avoir peut-être même du RAW pour pouvoir faire de l'étalonnage et aller soigner son look en post-production. Mais j'ai envie de dire, il y a des moments où c'est pas franchement indispensable. Là, ici, sur le Fuji X-T3, on a plusieurs modes d'enregistrement, on a plusieurs modes, on a plusieurs qualités, on a plusieurs rendus colorimétriques qui sont donc des simulations de pellicules. Et ces simulations de pellicules, c'est quoi? C'est donc on a un mode qui s'appelle Astia, on a un mode qui s'appelle Eterna, on a un mode qui s'appelle Classic Chrome, on a un mode qui s'appelle... Enfin voilà, il y a tout un tas de simulations de pellicules plus ou moins contrastées, avec des rendus de couleurs qui sont plus ou moins saturés, plus ou moins va-et-vite comme on dit. Voilà, et au lieu de s'appeler neutre, portrait, éclatant, machin, comme le font la plupart des fabricants d'appareils et de caméras numériques, là on est sur des rendus qui simulent l'image qu'on avait avec ces fameuses péloches. Moi j'ai cette
familiarité particulière et cette affection particulière pour ce monde-là. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On a la possibilité aussi d'enregistrer en log, bien entendu. Il y a le fameux F-Log qui est maintenant qui est supporté depuis un bout de temps, depuis l'arrivée du XT2. On a aussi un boîtier qui a des vraies capacités vidéo intéressantes avec un codec H265 intra-image qui va permettre d'avoir du 10 bits. Alors c'est du 4.2.0 en interne et du 4.2.2 en externe. Ça c'est vraiment aujourd'hui un des codecs les plus intéressants du marché. Le H265 existe depuis quelques années et il commence timidement à être implémenté sur la caméra. C'est Panasonic qui a ouvert le bal. C'est un codec qui est beaucoup plus malin que le H264, qui, je le rappelle, n'est pas un mauvais codec. C'est un codec qui est bon dans la mesure où il est bien travaillé. On fait souvent une association d'idées entre H264 et ce qu'on appelle l'AVC HD, qui était le codec et qui était là au début dans les caméras, notamment dans les GH1 et GH2 et ainsi de suite, qui était un codec qui était à 18, 20, 24 mégabits, qui était certes assez limité, mais qui avait un rapport poids de fichier qualité d'image qui était très intéressant. Ici, donc avec le XT3, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc avec ce H265, qui est un codec qui est d'une génération plus récente, qui a été inventé pour pouvoir mettre plus de qualité dans des débits similaires à ce qu'on a sur le H264. Sur ce fameux H265, on est en 4.2.0 10 bits en interne, on est en 4.2.2 10 bits en externe. On a la possibilité d'aller sur un codec qui soit en long GOP ou qui soit en intra-image. Et c'est avec ces réglages-là qu'on va pouvoir justement affiner la qualité d'image. Sincèrement, c'est totalement bluffant. Pour un codec compressé qui loge sur une carte SD, je trouve ça absolument extraordinaire. Le rendu, la colorimétrie, les détails, voilà. Il n'y a que quelques petites choses encore sur lesquelles je pense qu'il va falloir un petit peu travailler, c'est sur la gestion de la fluidité du mouvement. Il y a des fois des petites incohérences, notamment quand on va travailler sur des ralentis. Sur les ralentis, justement, on va pouvoir aller jusqu'à 120 images par seconde en HD, on va pouvoir aller jusqu'au 60p en 4K. Par contre, quand on est en 4.2.0 10 bits en H265, on peut aller que jusqu'au 30p maximum dans ce codec-là. Il faut repasser en 8 bits si on veut accéder aux 50 et aux 60p. Voilà. Ça, c'est vraiment pour la partie qualité d'image. La dynamique aussi est très intéressante. Attention, leur système de compression de la dynamique, le fameux système DR de chez Fuji, peut être un peu piégeux sur la partie vidéo. On a tendance à avoir des effets de compression un peu chelous dans les hautes lumières. Il y a un seuil, ça clip, ça reste... on a l'impression qu'il y a encore de la matière, mais en fait, il n'y en a plus. C'est un peu voilà, ça me plaît pas trop. J'ai pas pu faire des comparatifs avec et sans. J'ai l'impression que c'est un peu mieux sans. Pour la photo, c'est un boîtier que j'ai trouvé aussi génial. Donc je le disais au préalable, c'est un boîtier qui permet de faire un petit peu tout ce qu'on veut. À la fois, il a des cadences en rafale qui sont assez incroyables. On est vraiment sur quelque chose qui est... Voilà, c'est... je sais plus à quelle vitesse on est, mais en tous les cas, les buffers, tout ça, c'est tout super bien bossé. Les deux trucs qui sont un peu embêtants chez Fuji, c'est quoi? C'est toujours cette histoire de batterie. La batterie est toujours pas à la hauteur de ce que fait maintenant la concurrence. Sony, depuis l'Alpha 9 et l'Alpha 7 III, a une nouvelle batterie qui prend pas plus de place et ils ont vraiment augmenté l'autonomie de ces batteries. Panasonic est déjà une référence avec les GH depuis les dernières générations de batteries. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage, on est encore un peu faible là-dessus, il faut en emporter pas mal. Voilà, sur mon XT2, moi j'avais mis un grip, au bout de 2 ans il est naze, j'espère que la fiabilité sera un petit peu plus... J'ai déjà eu des gens qui m'ont dit qu'ils avaient des problèmes de fiabilité aussi sur le booster, sur ces boîtiers Fuji. Je voulais d'abord vous présenter la petite vidéo qui va suivre. Je me suis mis un petit challenge, je me suis dit voilà, je vais partir avec que le boîtier, 0 accessoire, rien du tout. J'ai pris le zoom du kit qui peut être livré, donc ce qu'on appelle le kit zoom, celui qui est livré dans le boîtier quand on achète le boîtier avec un zoom. C'est un 1855
à ouverture non constante qui va de f2.8 à f4. C'est un objectif que j'apprécie particulièrement parce qu'il est dans la même philosophie que le boîtier, il est compact, il est de très très bonne qualité optique, il est stabilisé, alors on n'atteint pas la stabilisation qu'on peut avoir sur un GH5 par exemple, ou sur un Olympus OMD EM1 Mark II, ou même sur les dernières générations de Sony, mais c'est un plus non négligeable, surtout en photo et en vidéo. J'ai voulu faire une vidéo où j'emportais rien d'autre que ce boîtier, ce zoom, j'ai aucun stabilisateur, j'ai pas de pied, j'ai alors si j'ai mis un petit micro quand même pour pouvoir enregistrer un son ambiant correct, et j'ai voulu jouer avec les différents réglages, les différents modes. J'ai tourné parfois en log, parfois en Eterna. J'ouvre une petite parenthèse sur cette Eterna. L'Eterna, donc c'est la simulation de pellicule, de la pellicule Eterna, et l'Eterna c'était la pellicule 35 mm de chez Fuji, qui était considérée déjà un petit peu dans l'esprit de ce qu'on peut faire avec un log, c'est-à-dire il y avait une colorimétrie avec une courbe logarithmique qui permettait justement d'avoir une image qui est relativement douce, relativement flat, qui permet d'être recontrastée, retravaillée en colorimétrie derrière à l'étalonnage. Moi j'aime bien cette idée de demi-log, c'est-à-dire qu'on a une image qui est déjà sexy comme ça, qu'on peut retravailler assez facilement. On n'a pas la latitude étendue qu'on peut avoir avec le F-Log, mais on a quand même quelque chose de très sympa. La vidéo que je vous envoie maintenant, elle a été tournée donc principalement en Eterna, à part quelques plans au début qui ont été faits en F-Log. J'ai juste retravaillé un tout petit peu les contrastes, la luminosité globale, et parfois corriger un tout petit peu la dominante, mais je suis resté sur une correction en primaire, j'ai absolument pas fait de secondaire. Voilà, je suis allé me balader au bord de l'étang de Thau et vers la cathédrale de Maglone, à côté de Montpellier. Je vous envoie tout de suite la vidéo. Alors voilà, comme je l'ai dit, c'est filmé zéro accessoire, donc il y a l'image qui bouge, c'est vivant, c'est en mode balade, en mode, voilà, je me suis mis dans la peau du touriste de base qui va faire une vidéo avec son boîtier,
avec sa caméra, qui n'a pas eu forcément envie de partir avec un sac à dos plein de matos, avec un trépied, plusieurs objectifs, un stabilisateur et tout le tralala. Et du coup, moi, j'aime beaucoup le résultat, j'aime beaucoup le rendu colorimétrique, j'aime beaucoup la précision, les détails, j'aime beaucoup le look global que je trouve assez cinématographique, sans avoir à trop le retravailler. Ah oui, ça, je ne l'ai pas dit. Toute la vidéo a été tournée en mode autofocus continu. Il y a un plan, le calvaire à côté des vignes, où il y a un petit effet de pompage où il perd un petit peu le point. Enfin voilà, j'ai trouvé ça très correct. C'est une grosse avancée chez Fuji au niveau de l'autofocus. Je sais que c'est un éternel débat, est-ce qu'on doit ou pas utiliser l'autofocus en vidéo. Bien entendu que sur des tournages très pro pour de la fiction, je ne le conseille pas. Mais quand on est comme ça, en mode vlog, en mode balade, en mode je suis tout seul, c'est quand même aujourd'hui des automatismes qui sont relativement efficaces. Et c'est présent, alors pourquoi s'en priver? Moi je suis très satisfait de la qualité d'image. Je trouve que pour moins de 1500 € boîtier nu, aujourd'hui sur le marché, il n'y a pas mieux quand on veut vraiment un boîtier hybride photo-vidéo. Je prends toujours énormément de plaisir, je travaille énormément avec le X-T2 en photo aussi. J'aimerais bien pouvoir m'offrir le X-T3 parce que en effet, il apporte un vrai plus. J'ai apprécié la gestion de la colorimétrie de ce boîtier, c'est à mon avis une des grandes forces de Fuji. Leur color science est vraiment extraordinaire. On a des tons de chair, des fameux skin tones qui sont assez exceptionnels, avec une palette de simulation de péloche qui va donc de l'Eterna, ce fameux semi-log qui a été inventé pour la pellicule, des rendus Astia, des rendus Classic Chrome par exemple que j'utilise beaucoup en photo. On est aussi très bon sur les JPEG directs. Pour ceux qui ont à faire de la photo de mariage, où il y a par exemple des milliers de photos, vous n'avez pas forcément le temps d'aller faire une retouche systématique sur toutes les photos, et que vous avez des clients qui vous disent je veux toutes les photos, nana. C'est une solution qui est intéressante. Je trouve que voilà, Fuji a cette particularité d'avoir sans doute les meilleurs JPEG directs du marché. Je me dois de vous présenter des excuses car cette vidéo traîne dans mes disques durs depuis le mois de novembre. J'ai eu le X-T2 à peu près à la même période que le salon de la photo. J'ai pu faire pas mal de tests avec et j'ai pu faire la petite vidéo que vous avez vue. Néanmoins, j'avais envie d'aller plus loin, j'avais envie de vous proposer un deal si vous avez envie d'acheter ce boîtier, éventuellement des optiques avec un revendeur. Malheureusement, on n'a pas réussi à trouver une offre suffisamment intéressante pour vous. Néanmoins, si vous décidez d'acheter ce boîtier et des objectifs, vous pouvez faire un achat militant et soutenir mon travail en cliquant sur les liens affiliés. Je touche une petite commission qui me permet de continuer à faire ce travail. Autre chose que je n'ai pas pu faire, et c'est aussi pour ça que j'ai attendu avant de sortir cette vidéo, je souhaitais vous faire des tests aussi avec les optiques MKX de chez Fuji. Ce sont deux zooms cinéma dont j'ai déjà parlé dans leur version MK en monture E pour les caméras Sony. J'avais fait une petite vidéo à l'occasion. Fuji a eu la bonne idée de les décliner en monture X, mais il a été impossible pour le moment de me les procurer pour vous faire part de mes essais. Dernière chose, et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je sais, j'insiste, à chaque fois je vous dis de vous abonner, mais pour moi c'est hyper important. Oui, je m'adresse à toi, toi qui es derrière ton écran et qui a certainement plus de 35 ans et qui en a un petit peu rien à faire des traditions youtubesques, qui en a un peu rien à faire de s'abonner, qui vient certainement voir les vidéos que je fais et celles des autres aussi, mais qui a envie de garder un certain esprit libre, qui n'a pas du tout envie de devoir subir les notifications qui font bling dans ton smartphone ou dans ton ordinateur, qui te disent tiens, il y a une nouvelle vidéo. J'ai besoin d'un petit coup de main. Je sais, c'est un peu chiant de s'abonner à une chaîne YouTube. Même moi, des fois, je rechigne un peu, mais je le fais de plus en plus parce que c'est la seule vraie façon que tu as de soutenir mon travail et de faire en sorte que je puisse continuer à faire ce que je fais et à faire des vidéos comme celle-ci. Merci à toi, merci à tout le monde, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci à tous ceux qui me félicitent, qui m'encouragent et qui me donnent toujours envie de continuer. À bientôt les geeks lumineux.